Nous sommes de retour pour la troisième et dernière partie de Politicia, votre rendez-vous politique. Mes trois invités sont restés avec moi, messieurs Emmanuel Okamba, Roger Gbalou et Claude Wilfried Ekanga. Merci à vous trois d'être restés avec moi. L'Afrique peut-elle et doit-elle trouver sa propre voie pour son développement avec un contenu propre? Nous avons posé la question à l'économiste sénégalais Felwine Sarr. On l'écoute, on en parle après. Ces derniers siècles, le continent est sous injonction civilisationnelle. La question du développement est perçue comme une problématique évolutionniste. Il y a des États qui auraient réalisé l'optimum social chez eux. Et pour être à la hauteur, il faut emprunter les mêmes chemins, réaliser les mêmes prouesses, et comme si les histoires n'étaient pas singulières. Alors, je précise d'emblée que toutes les nations, toutes les communautés ont des défis à relever. Mais la manière de répondre aux défis que pose l'environnement a été multiple et diverse au cours de l'histoire humaine. Oui. Les modalités de réponse aux défis ont été plurielles. Et le développement à l'occidental n'est qu'une occurrence que l'histoire a produit dans une géographie donnée et dans un contexte donné. On peut s'inspirer de certains aspects, mais fondamentalement, les peuples doivent inventer les réponses qui leur conviennent. Le néolibéral dominant, qui ne base pas sa croissance sur les besoins des individus, mais sur les besoins de croissance du marché, qui sont des modèles au fond qui produisent de la richesse et de la valeur ajoutée, mais la manière dont ils les produisent crée de l'inégalité et qui oublie que l'économie est un moyen, n'est pas une finalité, et que la finalité, c'est l'aventure sociale. Et qu'est-ce qu'on fait de ce moyen-là? C'est ça la vraie question. Messieurs, l'idée de Felwine Sarr, ce n'est pas parce que tu as la bombe atomique et les rafales et que moi je n'en ai pas que je suis arriéré, que je suis sous-développé. Et il pense que chacun doit avoir son modèle à lui. Claude Wilfried Ekanga, et ma question c'est, est-il encore possible de définir, pour l'Afrique en tout cas, de définir son modèle propre quand elle est engagée dans la globalisation aujourd'hui avec les pans entiers de son économie détenus par les multinationales? La globalisation, bon déjà, comme elle est présentée, je n'y crois pas non plus parce que ce qu'on appelle globalisation aujourd'hui, c'est justement un globalisme où il y a un côté qui a toujours raison, qui se pose en unité de mesure et on doit toujours fonctionner comme ce côté-là. Vous avez pris l'exemple de la bombe atomique. Bon, ceux qui se sont proclamés les gendarmes du monde ne tolèrent pas que les autres aussi pour leur autonomie militaire en développent la leur et ainsi de suite. Maintenant, la question, elle a été répondue au fur et à mesure de la discussion. C'est-à-dire les Africains ont été gâtés par la nature avec des ressources naturelles exceptionnelles. Le développement qui s'ouvrirait à l'Afrique serait tout simplement la transformation de leurs ressources pour leur propre bien. Parce que quand bien même on va parler de l'aide au développement, je me souviens d'un article du Huffington Post que j'ai beaucoup apprécié, c'était le 9 juillet 2015, qui faisait note que justement l'aide octroyée à l'Afrique par la diaspora africaine était supérieure à l'aide publique au développement. C'est-à-dire on avait 60 milliards de dollars contre 50 milliards. À peu près, parfois même moins. Oui, parfois, mais justement. Oui. Et encore, c'est parce que les taux de transfert sont à près de 12%, absolument, ce qui enlève énormément à ce que la diaspora donne déjà. Sinon, il y aurait 5 millions de plus, 5 millions de plus que la diaspora donnerait. Donc, il y a ces mécanismes-là, il y a cette réalité-là qui montre que seule l'Afrique développe pas. L'Afrique, le développement est endogène parce que seul l'Africain donne à l'Afrique sans arrière-pensée. Donc, le modèle, comme l'a voulu Sankara, puisqu'il s'agit de lui, moi j'aime énormément revenir à lui, les raisons pour lesquelles il perdra la vie, les raisons pour lesquelles le Burkina Faso était sur les 4 années de 83 au 15 octobre 87 sur une dynamique d'autosuffisance, c'est parce que l'africanisation de l'économie par Thomas Sankara fonctionnait. Et on voit comment le retour ensuite aux vieilles pratiques afro-occidentales remises sur pied par Compaoré a plongé le Burkina Faso dans l'état où il était avant les dites indépendances. Vous avez une usine comme Voltex qui avait été baptisée après Faso Fani, qui produisait le textile, l'habit traditionnel burkinabé, le Faso d'Anfani, qui après il a dû fermer au début des années 2000 faute de liquidité, parce qu'on a fini par perdre l'accent mis à la production. Mais on s'est contenté. Claude Wilfried, transformer localement les produits avec quelle technologie? Il faut bien acheter la technologie. La technologie, en fait, prétendre que l'Afrique n'a pas de la technologie, c'est... Non, je n'ai pas dit ça. Oui,
il faut acheter la technologie. Je ne pense pas. La technologie, elle est là. Le modèle d'éducation, surtout dans l'Afrique francophone, a été façonné de manière à ce que toute velléité de création est annihilée. Voilà. Chez nous, le plus intelligent, le plus utile dans la société, c'est celui qui rassemble le plus de mots compliqués dans une phrase. Et celui qui va dans un lycée technique, on voit bien comment des petits-enfants chez nous fabriquent déjà des petits véhicules. C'est la créativité qui se met en marche dès l'enfance. Mais ils sont les premiers à être surpris d'être rabroués par leurs parents qui leur disent « va lire tes cours, va ainsi de suite ». Si les Allemands, si les Chinois se sont développés, c'est parce qu'à un moment, ils ont centré le développement sur la mise en valeur des cerveaux locaux qui ont donc encouragé la Chine à produire local, à transformer elle-même la technologie, ce qui fait que quand un Chinois arrive en Europe, il sait qu'il a la capacité de copier ce que l'Européen fait et il y arrive. Absolument. Il n'a pas besoin d'acheter, ça c'est au niveau de la macro-échelle, quand ça devient très costaud, qu'on peut acheter, mais c'est accessoire. Le Chinois lui-même est créateur et aujourd'hui la Chine est le premier réservoir de devises grâce à ça, bien au-delà des pays occidentaux. Tout à fait. Et d'ailleurs, les États-Unis sont très endettés vis-à-vis de la Chine. Roger Boileau, votre solution à vous? Non, je pense que pour financer le développement, il faut de l'argent. C'est ça, simplement. Et comme je l'ai dit tantôt, pour avoir cet argent, d'abord, il faut compter sur nous-mêmes en mobilisant les recettes au niveau national. Mais une fois qu'on dit cela, il faut maintenant un peu descendre dans les détails. Bon, j'ai parlé du régime fiscal qu'il faut revoir, j'ai parlé de l'épargne nationale qu'il faut encourager, mais je dis aussi que l'État doit être un État stratège. Il doit investir dans certains secteurs parce que ces secteurs-là précèdent le développement. Je parle de l'électricité, de l'eau, de l'école, de la santé qui précèdent le développement. J'en ai pas fini. Je parle aussi de développer, n'est-ce pas, un entrepreneuriat national. Parce que ce sont les entrepreneurs qui créent les richesses. Sauf que nous, en Afrique, nous n'avons pas forcément d'épargne. Donc, il faut que l'État soit capable de financer, en fait, l'entrepreneuriat. Ça se fait ici en France. Est-ce qu'on ne reste pas là dans les effets plutôt que de s'attaquer, en tout cas d'évoquer les causes? Assel Kabou, vous la connaissez, elle a écrit, vous parlez d'argent, vous dites qu'il faut de l'argent. Assel Kabou dit, il faut être naïf, vous pensez que le problème du sous-développement en Afrique est lié au manque de capitaux. Ce n'est pas l'argent le problème en Afrique. Voilà ce qu'elle dit. Non, en fait, c'est bien beau de dire beaucoup de choses. Mais vous avez l'argent si vous le savez. Je vais dire que c'est... Oui, mais ça, c'est un autre débat. Ah ben. Je vais dire qu'il ne faut pas... Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange tout. C'est un autre débat. Dans un premier temps, il y a que pour financer le développement, il nous faut de l'argent. Donc, il faut chercher cet argent. Autant... le chercher à l'intérieur, c'est d'abord cela. Ensuite, il y a forcément une partie de cet argent qu'on prendra à l'extérieur. Et dans ces conditions, comme je disais, il faut repenser l'aide au développement. Et je parlais notamment du contrôle avec les parlementaires, parce que finalement, ce qu'on reproche le plus à l'aide au développement, c'est la corruption que cela suscite, d'accord? Donc, je pense qu'en mettant en place un système de contrôle, on peut y arriver. Je vais dire qu'à un moment donné, c'est quand même l'acteur politique qui doit avoir la main sur certaines choses. Voilà. Le développement ne vient pas parce qu'on l'a décrété. Je vais dire qu'on a besoin d'une école dans un endroit donné. Cette école, il faut la construire. Et pour cela, on a besoin de moyens. Absolument. Et ces moyens, il faut les chercher. C'est ça, c'est aussi simple que cela. Voilà. Donc, mobilisons une épargne au niveau national, mobilisons des ressources au niveau national, et puis le reste viendra en addition. C'est vrai, c'est vrai que certains économistes pensent aujourd'hui que si on arrive à instaurer un taux d'imposition de 17% en Afrique, on peut réussir à mobiliser des ressources suffisantes au point même d'être capable de se passer de l'aide au développement. La question c'est, est-ce que les conditions sont créées pour pouvoir prélever l'impôt chez les gens, parce que si vous n'avez pas un environnement favorable, vous ne pouvez pas créer d'entreprise. Si les gens ne consomment pas ce que vous fabriquez, vous ne pouvez pas faire de chiffre d'affaires. Tout est lié. Donc on est en train de trouver un moyen, on propose un moyen pour remplir les caisses de l'État, pour pouvoir en tout cas financer les projets. Mais si les conditions ne sont pas créées, professeur Okamba. Oui, le différentiel entre les pays développés et le pays en voie de développement, c'est l'industrie. Oui, d'accord. Il faut s'industrialiser. Qu'on peut ramener à la technologie, qu'on peut ramener à l'innovation. Ce qui manque en Afrique, c'est la capacité d'innover. Et si l'Afrique a quelque chose à acheter, c'est acheter la technologie. Et là, les Africains n'ont pas de complexe. Ils sont capables d'innover.
Ils sont capables de faire un smartphone, ils sont capables de faire un ordinateur, ils sont capables de concevoir les produits de la mondialisation. Les produits qu'on va trouver dans tout le marché aujourd'hui, les Africains sont capables de le faire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que nos dirigeants ont tourné le dos à la technologie. L'Afrique vit un complexe technologique. Ils ne financent pas la recherche, notamment la recherche technologique. L'Afrique vit un complexe technologique. Il faut sortir de ce complexe. Il faut financer la technologie. Il faut, au niveau des écoles, au niveau des universités, créer cette émulation technologique pour que l'Afrique s'approprie les technologies nouvelles, toutes les technologies possibles, et que l'Afrique rentre dans le 21e siècle. Nous n'y sommes pas encore. Claude Wilfried Ekanga, voilà le résumé de l'impératif africain tel qu'il doit l'observer, tel que décrété par le professeur Okamba. Qu'est-ce que vous en dites? L'enjeu serait essentiellement technologique. L'enjeu, disons, technologique et économique, ce n'est pas pour rien qu'on appelle l'agriculture le secteur primaire. Lorsque vous n'arrivez même pas à vous nourrir, c'est clair que vous êtes sujet aux embargos, vous êtes fragilisé et l'autre décide de la pluie et du beau temps chez vous. Maintenant, il y a ce secteur-là, le secteur secondaire qui est l'industrie et évidemment l'Afrique brillait par son manque criard d'infrastructures. Là où je vais, non pas m'inscrire en faux, mais juste élaborer une autre perspective, c'est-à-dire oui, on doit acheter la technologie dans le domaine où on n'a pas, mais on doit d'abord mettre en valeur les cerveaux locaux parce qu'il y en a énormément. En Allemagne où je fais mes études, la communauté camerounaise et la communauté africaine estudiantine la plus représentée, et au terme des études, ils travaillent dans les entreprises allemandes et les produits allemands continuent de briller à l'international par leur grande qualité. Ça veut dire qu'ils en ont la compétence. Le problème, c'est que ces gens-là ne sont pas après sollicités par leur pays. Pas plus que les boursiers, les génies que nous avons chez nous, ne sont gardés à l'international. On les exporte plutôt, entre guillemets, aux États-Unis, en Europe, et les familles sont contentes, alors que c'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Et après, ils se mettent à travailler pour les intérêts de ceux qui sont déjà puissants, et leur pays, le continent tout entier continue de stagner. Donc, la promotion des cerveaux locaux combinée à l'achat de la technologie dans les domaines où on ne peut pas faire autrement, c'est ça qui permettra justement à l'Afrique de progresser. Claude Wilfried Ekanga, vous êtes politologue. Merci à vous d'avoir accepté de participer à ce débat sur l'avenir ou sur la problématique de l'aide au développement en Afrique. Emmanuel Okamba, vous êtes économiste, vous enseignez les sciences de gestion. Merci à vous également d'avoir participé à ce débat. Roger Balou, vous êtes chercheur en économie politique internationale. Merci à vous trois, mesdames et messieurs. C'est la fin de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à rester sur Africa 24 pour la suite de nos programmes. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci beaucoup. Merci.